Alors, bonjour et bienvenue tout le monde, tous vous autres qui vous êtes intéressés à notre activité et qui avez accepté notre invitation. Je suis Joanne Lessard, je suis l'adjointe à la chaire Religion, Spiritualité, Santé et c'est moi qui vais animer notre rencontre cet après-midi autour de la conférence de M. Tanguy Châtel. M. Châtel, que la chaire a eu le grand plaisir d'inviter il y a 11 ans, autour cette fois-là de l'accompagnement et de la souffrance spirituelle. Avant de lui laisser la parole cet après-midi sur la vulnérabilité féconde, nous entendrons tour à tour pour un bref mot d'accueil les personnes qui représentent les organismes qui ont permis cette activité. Je cède donc la parole tout de suite au doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, M. Guy Beaumont. Merci, Joanne. D'abord, je veux vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette conférence dont le titre peut faire saliver, en fait. La vulnérabilité, hein, c'est une question extrêmement importante, omniprésente même. Et c'est plus qu'une question qu'une notion, hein. C'est un fait, c'est une réalité. Le phénomène qui nous fait réfléchir sur le rapport, si on veut, de l'individu à la société. C'est un peu comme si on est toutes et tous quelque part vulnérables. Hein? Et j'ai pas écouté M. Châtel, mais peut-être que ce que je vais dire, c'est des bêtises. Mais on a tous des parts de nous où on sent que notre vulnérabilité, elle est là, hein, on peut y toucher. Mais quand on y pense, il y a des personnes qui sont davantage vulnérables que d'autres. Là, on le sait, on les voit. Que faisons-nous pour les aider? Comment agissons-nous? Et c'est pourquoi, quand je vois le titre, la vulnérabilité féconde, et si nos fragilités étaient la clé d'un monde plus vivant, c'est formidable, hein? Et j'ai tellement hâte, une interrogation, hein? Tellement hâte de prendre et connaître un petit peu plus la réponse à cette question. Là-dessus, je ne veux pas prendre plus de temps, évidemment, mais je veux quand même remercier les gens qui ont pris part à cet événement, qui l'ont programmé, notamment, bien sûr, la chaire Religion, Spiritualité et Santé, avec la titulaire, la professeure Hélène Champagne, l'adjointe de la chaire Joanne Lessard, également tous les donatrices, les donateurs de la chaire, les membres du comité scientifique, les membres du comité directeur de cette chaire, qui est extrêmement vivante, dynamique. Hein. Je le sais parce que comme doyen, je suis le président du comité directeur d'office. Et donc, comme c'est ma 3e année, alors j'ai pu voir un peu des choses se développer. C'est formidable parce qu'il y a tellement d'enjeux, encore une fois, liés à la thématique de cette chaire, religion, spiritualité et santé. Les questions spirituelles, les questions d'enjeux religieux, ça fait partie de notre réflexion. Donc, merci tout le monde d'être impliqué dans cette chaire. Et je remercie aussi la maison, évidemment, Michel Sarrazin, et qui, pour son implication, hein, la vulnérabilité, bien sûr, la fin de vie, tous ces enjeux réels de société. Et là-dessus, j'invite, pour vous dire un mot de bienvenue, aussi M. Gilles Nadeau, hein, qui est membre du comité scientifique de la chaire Religion, Spiritualité et Santé, mais également responsable du service d'accompagnement spirituel de la maison Michel Sarrazin et du centre de jour Bonne Enfance d'IA. Merci. Bonjour à mon tour et merci d'être là. À la maison Michel Sarrazin, nous sommes au carrefour de rencontres de plusieurs types de vulnérabilité. Celle des personnes malades en fin de vie, que ce soit à la maison ou au centre de jour. Celle de leurs proches, parents, amis. Celle de l'équipe. Les équipes de soins palliatifs, partout, sont aussi vulnérables. Et j'ajouterais aussi la vulnérabilité des soins palliatifs dans notre contexte social actuel. Alors, nous sommes vraiment sur notre terrain. La naissance d'abord et l'existence de la maison Michel Sarrazin, c'est un projet de communauté. Nous n'existerions pas s'il n'y avait pas ces collaborations d'une foule de personnes, de groupes qui font que la maison existe. Nous leur apportons beaucoup, nous espérons, mais eux aussi nous apportent beaucoup. Et je crois que c'est un signe de vie en commun,
assez important que ce partage d'expérience. Dès la fondation, la Maison Michel Sarrazin a été en partenariat avec l'Université Laval dans différentes facultés, je pense au travail social, la médecine, aux soins infirmiers. Et je voudrais aussi simplement souligner le lien qui existe entre la Maison Sarrazin et la chaire de religion, spiritualité et santé. D'abord, la faculté de théologie est un des partenaires de l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie Michel Sarrazin, Université Laval. Nous avons une participation au comité scientifique de la chaire. Les professeurs de la faculté de théologie sont membres du comité d'éthique clinique et membres du comité d'éthique de la recherche. Plusieurs professeurs, à l'occasion, deviennent personnes ressources pour les formations qui sont offertes au répertoire. Il y a des projets de recherche qui ont des antennes à la Maison Michel Sarrazin. Et à l'occasion, les intervenants chez nous participent à des séminaires, des colloques, comme les activités de cet après-midi. Les étudiants vont venir visiter, passer un moment à la maison pour se familiariser. Et finalement, des professeurs et des étudiants collaborent au cahier francophone de soins palliatifs. Alors, je vous invite à situer notre petite rencontre de cet après-midi dans ce mouvement de collaboration entre la chaire et la maison. Et je vous souhaite un bon mois. Merci. Bonjour à tous et toutes. Je suis très heureuse de vous rencontrer cet après-midi. Je suis Hélène Champagne, titulaire de la chaire Religion, Spiritualité, Santé. Heureuse de vous accueillir, comme je vous l'ai dit, heureuse pour cet événement sur la vulnérabilité. Et avant de présenter M. Châtel, permettez-moi de vous dire quelques mots sur la chaire dont vous entendez parler depuis quelques minutes. Elle a été fondée en 2001 et elle est une réalisation unique au Canada. Elle est soucieuse de l'humanisation des soins en milieu de santé et elle s'intéresse à la compréhension, l'intégration et l'approfondissement de la participation et de l'apport du spirituel et du religieux à la santé, en particulier face à la souffrance, la maladie et la mort. Sa mission, à la chaire Religion, Spiritualité et Santé, est de développer la recherche dans ce champ par des approches interdisciplinaires, notamment en anthropologie, en théologie, mais ces dernières années, on a aussi eu des collaborations, par exemple, en sociologie, comme M. Châtel, en philosophie, en sciences infirmières, d'autres disciplines aussi. La mission de la chaire s'étend également à la formation des intervenants en milieu clinique et à l'articulation de la recherche et de la pratique en rapport avec son objet d'intérêt, donc religion, spiritualité et santé. La conférence de ce soir s'inscrit dans la foulée d'un projet interdisciplinaire sur la vulnérabilité qui a été amorcé par la chaire en 2023 et subventionné par le Fonds François et Rachel Routhier. Et on est heureux de pouvoir proposer cet événement, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, en partenariat avec la Maison Michel Sarrazin, avec qui on collabore depuis bien des années. Et on en est fiers, on en est heureux. Et aussi, bien sûr, avec la faculté. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Châtel, diplômé en droit, en management et en sociologie. Il détient un doctorat de l'École pratique des hautes études et il a reçu en 2009 le prix Le Monde de la recherche universitaire, un prix présidé par Edgar Morin. Tanguy Châtel est sociologue indépendant avec des activités en France et à l'international, spécialisé dans la recherche sur les soins palliatifs et l'accompagnement. Ses travaux sont diffusés au Québec, en particulier, mais pas seulement, depuis 2012. Études scientifiques en partenariat avec des équipes, conférences en public, formations diverses. Il a été accompagnant bénévole en soins palliatifs en France pendant une quinzaine d'années et il a publié plusieurs volumes, notamment Vivant jusqu'à la mort, accompagner la souffrance spirituelle en fin de vie. En 2018, un dernier élément que je trouve intéressant est lié à notre conférence de ce soir. Il a cofondé le think tank Cercle Vulnérabilité et Société, regroupant une soixantaine d'organisations nationales et internationales, et qui publie des notes d'analyse sur la vulnérabilité, justement. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci. Oh.
Merci beaucoup. J'avais oublié, Joanne, que c'était déjà il y a 11 ans. Hein, le temps passe quand même. Hein. Donc je commence à avoir une histoire d'amitié avec le Québec, pas simplement pour tout ce qui est recherche, mais aussi pour ce qui est formation et pour ce qui est échange sur toutes les pratiques professionnelles, mais les pratiques du bénévolat. Merci, professeur Champagne, d'avoir rappelé que je suis au départ, j'ai été 15 ans bénévole en soins palliatifs, après avoir commencé plutôt dans les milieux des affaires, juriste d'affaires et ainsi de suite. Et en réalité, c'est vraiment dans le bénévolat en soins palliatifs que j'ai touché du doigt ce que je vais pouvoir vous présenter ce soir, et que dans un premier temps, j'ai travaillé sous l'angle de la souffrance spirituelle, qui a donné lieu effectivement à mon travail de doctorat. Mais partant de cette souffrance particulière autour de la fin de vie, et chacun d'entre nous pressent bien que le moment de la fin de vie est le moment où les vulnérabilités sont sans doute les plus extrêmes, mais ce que j'ai voulu faire, après avoir fait un zoom, j'ai voulu faire un dézoom, repartir et embrasser l'image plus largement, celle de la vulnérabilité sous ses formes les plus diverses, et pas simplement la vulnérabilité au moment de la fin de vie. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que j'ai cofondé en 2018 ce cercle vulnérabilité et société, qui travaille de manière très opérationnelle, très concrète, avec des gens de terrain, avec des hôpitaux, avec ce que nous on appelle des EHPAD, mais que vous appelez ici des CHSLD, avec des acteurs qui sont des travailleurs sociaux. Et donc on va regarder comment la vulnérabilité se construit, s'enrichit, puisque c'est le propos, de manière très concrète et pas simplement de manière théorique. Mais ce soir, je vais essayer de vous présenter une image pour donner à penser, ce travail-là. Mais comprenez bien que tout ce que je vais vous donner à penser n'est pas de la théorie sortie du chapeau, c'est une théorie, c'est une conceptualisation, c'est une représentation qui vient de l'expérience des gens de terrain, et ça, c'est véritablement fondamental. Merci pour cette invitation qui m'honore, parce que pouvoir partager, je sais ce que je dois aux chercheurs du Québec dans la stimulation de mon propre travail de recherche, et donc j'ai aussi à cœur de pouvoir à mon tour partager avec vous un certain nombre de choses qui semblent en première analyse un peu paradoxales, hein, comme l'a dit Monsieur Bonneau. C'est un titre qui est volontiers construit comme un oxymore. La vulnérabilité féconde, c'est pas trop là qu'on attend la vulnérabilité, mais c'est bien là que je vais vous emmener, avec une vulnérabilité qui doit se penser au niveau des individus, des personnes, mais qui doit se penser aussi de plus en plus à un niveau plus macro, c'est-à-dire la vulnérabilité de la planète, mais aussi celle des États, celle des entreprises, celle des groupes, celle des systèmes. Et donc, le travail qui est le mien aujourd'hui, c'est d'essayer de démontrer de plus en plus que la vulnérabilité, c'est une loi du vivant, et pas simplement un phénomène, un accident de la vie qui affecterait certaines personnes. Donc je rejoins là aussi clairement M. Bonneau en disant que, et je pense qu'on va tous se rejoindre sans hésitation, que nous sommes tous vulnérables. Mais une fois qu'on a dit ça, il va falloir définir un peu ce qu'on entend derrière les mots. Alors pour moi, la vulnérabilité, elle a 3 caractéristiques que je présente comme ça, déjà sous forme graphique. La possibilité de faire germer des idées, faire germer des comportements, des attitudes. Il y a quelque chose de l'ordre d'un potentiel dans la vulnérabilité. C'est quand on est vulnérable qu'on devient inventif. Deuxième caractéristique, ça a la possibilité d'essaimer, de diffuser. Diffuser pas simplement des bonnes pratiques, diffuser des émotions, des sensations, des expériences. La vulnérabilité qui reste repliée sur elle-même, c'est une vulnérabilité stérile. Et la vulnérabilité féconde, c'est celle qu'on peut partager. Et puis une troisième caractéristique qui est le propre du vivant, c'est la plasticité, que les neurologues étudient en nous expliquant que le cerveau ne cesse de se recomposer, mais toute la biologie, notre corps, notre organisme ne cesse de s'adapter. Et donc la caractéristique du vivant, c'est d'être adaptable, et c'est ce que moi j'intitule sous l'angle de la plasticité. Alors, il a été dit que, effectivement, ce livre qui a été écrit il y a 10 ans et qui vient d'être actualisé, réédité, Vivant jusqu'à la mort, qui parle de la question de la souffrance spirituelle, mais pas que, qui parle beaucoup de la question de l'accompagnement. Qu'est-ce que c'est qu'accompagner les gens qui sont dans des situations de souffrance, d'une manière générale? Voilà des travaux du Cercle Vulnérabilité et Société qui sont disponibles en ligne, si ça vous intéresse, des notes qu'on publie, comme Fin de vie en EHPAD, de l'hébergement à l'accompagnement, entendez CHSLD, l'attractivité des métiers du soin, la vulnérabilité, et c'est là-dessus que je vais appuyer le plus,
une énergie à convertir. La vulnérabilité, c'est une énergie. Et comme toute énergie, il faut savoir comment elle fonctionne. Il y a presque des lois de la physique autour de l'énergie. Et puis, parce que les systèmes de santé ne vont bien que quand les acteurs vont bien, alors je travaille aussi de plus en plus à soutenir les professionnels de santé qui, chez nous, comme chez vous, sont en souffrance, en surmenage, en découragement. Et donc, la vulnérabilité des professionnels de santé, c'est un sujet qui est absolument critique pour pouvoir penser la vulnérabilité des patients, des résidents, des personnes âgées, et ainsi de suite. Alors, je vais commencer, puisqu'on est sous l'égide de la chaire Religion, Spiritualité et Santé, par vous faire, mais ça va être très, très court, un petit enracinement biblique. Non pas sous l'angle théologique, mais sous l'angle anthropologique. Nos sociétés sont quand même construites sur un certain nombre de représentations qui nous viennent de la Bible, et notamment les fondements de la Bible, chapitre 3, je ne vais pas vous faire toute l'exégèse de ce texte-là, mais en gros, la chute, la sortie du paradis, eh bien, provoque deux choses. Le fait d'avoir goûté le fruit défendu provoque deux choses d'après le texte. Si on mangeait du fruit de l'arbre défendu, alors on mourrait. N'y touchez pas afin de ne pas mourir. La mort devient un élément la mortalité humaine devient un élément qui est structurant dans le texte de la Genèse. Puis, une fois que Adam et Ève ont goûté au fruit défendu, alors la sanction, c'est quoi? La souffrance. La souffrance de l'enfantement pour la femme, la peine dans le travail pour l'homme. Et le verset qui me semble le plus intéressant, c'est « L'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, celle qui a été la mère de tout vivant. » Et c'est là-dessus que je vais plutôt m'appuyer. C'est pour essayer de vous inviter à penser que la vulnérabilité, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, n'est pas l'expérience de la souffrance et éventuellement de la mort. C'est en fait l'expérience du vivant. C'est grâce à la vulnérabilité que nous pouvons ressentir que nous sommes vivants, voire que nous pouvons nous rendre de plus en plus vivants. Et le livre de mon titre, « Vivant jusqu'à la mort », dit en fait une chose assez, sous apparence de titre anodin, une chose qui m'est apparue avec le temps assez profonde, c'est qu'on peut être mort avant d'être mort. Si on est vivant jusqu'à la mort, c'est qu'on peut être mort avant d'être mort, socialement, psychologiquement, émotionnellement. Et on peut aussi faire en sorte d'être pleinement vivant avant de mourir, et pas vivre notre vie comme des automates, pas vivre notre vie à moitié. Et donc l'expérience de la souffrance ou l'expérience de la mortalité, c'est celle qui nous presse de nous rendre vivants avant de devoir mourir, puisque ça nous arrivera tous un jour. Et c'est cet aspect-là qui m'intéresse, c'est comment nous sommes incités à pas simplement être des survivants, à survivre chaque jour, l'un après l'autre, mais à rentrer pleinement dans l'expérience de qu'est-ce que c'est qu'être vivant, qu'est-ce que c'est qu'habiter pleinement sa vie. Et on ne peut pas faire cette expérience-là sans passer par la compréhension de la vulnérabilité. Voilà où je vous emmène. Quand je suis arrivé à Montréal il y a quelques jours, voilà ce que j'ai photographié derrière un autobus, à fond pour les vulnérables. Et ça m'a fait tiquer. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? C'est qui? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour les vulnérables? Et c'est qui les vulnérables? Est-ce que c'est les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes malades, jusqu'aux mal logés, aux chômeurs, aux migrants? Voilà. Est-ce que ça, c'est des catégories de gens vulnérables? Sous-entendu, nous devrions nous mobiliser pour eux, parce que nous, on n'est pas vulnérables. C'est ça que ça veut dire derrière. Ce qui me pose problème, c'est que quand on a un message comme ça, on désigne des gens comme étant vulnérables, ce qu'on a fait pendant le Covid. Pendant la Covid, on a confiné des gens en disant attention, et puis on s'est confiné nous-mêmes en disant il faut protéger les personnes vulnérables. Et on s'excluait de cette vulnérabilité-là, d'une certaine manière. Donc non seulement un message comme ça, bien intentionné sans doute, a tendance à désigner les gens, mais à nous différencier d'eux, et peut-être même à conduire à les stigmatiser. Dans un système où il faudrait financer, leur venir en aide, vous voyez, au bout d'un moment, quand la ressource est un peu en pénurie, on peut stigmatiser les gens en disant « il coûte cher voilà, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il s'agit d'agir pour les personnes vulnérables? Il faut toujours se méfier quand on agit pour quelqu'un, parce qu'il faudrait d'abord s'assurer que ça correspond à ce dont il a vraiment besoin, puis ce qu'il a vraiment demandé. Mais on a tendance à mieux savoir que les gens eux-mêmes ce qui serait bon pour eux. Ça, c'est un piège. Est-ce qu'il faudrait faire avec les gens vulnérables? C'est déjà mieux.
On va les inclure dans la réflexion. Là où moi je veux vous emmener ce soir, c'est comment faire non pas simplement pour ou avec, mais faire à partir de l'expérience des personnes vulnérables, parce qu'en fait, cette expérience est un trésor, et si on n'en fait rien, ben on passe complètement à côté d'une richesse. Deuxième chose, est-ce que la vulnérabilité, c'est le propre du vivant ou de certains vivants? Voilà, je viens de l'évoquer. Ben, quand on regarde, alors là, je vous propose une espèce de cartographie presque juridique. Quand on regarde le texte de droit, notamment dans le cadre du droit du travail ou du droit de la santé, on désigne des catégories de gens dites vulnérables. Voilà. Les gens qui ont des addictions, les gens qui ont des handicaps, qui ont des maladies chroniques, les personnes âgées, ça, on les met dans la case vulnérable. Et puis dans le monde du travail, on va utiliser d'autres catégories, le harcèlement, le burn-out, le chômage, les accidents du travail. Ça, c'est des gens, on peut les dire, on a des statuts pour eux, on a des réponses juridiques, on a un arsenal. Ah oui, mais quand vous interrogez, et puis si je prenais le temps de vous interroger individuellement, ben, en fait, c'est pas ça la vulnérabilité. Si je vous demande, vous, où est-ce que vous vous sentez vulnérable, où est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de la vulnérabilité, ben, vous allez me répondre quelque chose comme ça, quoi. Et c'est loin d'être fini. C'est-à-dire qu'on peut être vulnérable parce qu'on vient de vivre un divorce, on peut être vulnérable parce qu'on est mal logé, on peut être vulnérable parce qu'on est proche aidant, on peut être vulnérable parce qu'on est en situation d'épuisement, ou parce qu'on a des troubles psychiques, ou parce qu'on est en deuil. On peut être vulnérable parce qu'on vient de se faire licencier. On peut même être vulnérable quand on a reçu une promotion, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr d'être à la hauteur. Hein, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Donc la vulnérabilité, ça prend parfois des formes inattendues. On peut être vulnérable dans le télétravail, ou bien dans la fracture numérique, parce qu'on ne sait pas utiliser un ordinateur, ou parce qu'on n'a pas accès au réseau, qu'aujourd'hui c'est devenu essentiel. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre des chiffres en pourcentage de la population. Là, c'est le pourcentage de la population française, mais on doit pouvoir adapter ça assez facilement avec la population québécoise. Ben, vous avez 35% de la population en France qui déclare souffrir de troubles musculo-squelettiques, 30% de Français qui souffrent de maladies chroniques. On a 23% de gens qui souffrent d'addiction sous toutes les formes, hein, pas simplement l'alcool ou les drogues, mais c'est peut-être l'addiction au travail, au jeu. Voilà. On a 30% des gens qui sont au niveau professionnel en perte de motivation, sur le point de décrocher, 20% des gens qui sont éloignés du digital, 13% des Français qui sont proches aidants. Ben, enfin, on a déjà explosé la population française, on a plus de 100%. Alors, il y a des gens qui cochent plusieurs cases, hein, mais globalement, ça veut dire qu'il n'y a aucun d'entre nous qui peut dire « Ah ben moi, je ne me reconnais dans rien. Moi, non, moi, je suis à l'abri de ça, j'ai rien de tout ça. » Vous voyez que ça ne tient pas la route. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut arrêter de stigmatiser la vulnérabilité, il faut nous réapproprier la vulnérabilité. Il y en a pour lesquels c'est plus grave, mais globalement, ce qui nous définit tous, c'est bien que nous sommes vulnérables. Donc des situations, je n'ai pas fait l'inventaire exhaustif, là vous comprenez bien, et puis en plus, on voit bien qu'une vulnérabilité peut en engendrer une autre, mais on peut voir aussi avec ces flèches que deux vulnérabilités peuvent se parler. Une personne qui est en dépression peut peut-être mieux comprendre une personne qui est en deuil, qui n'est pas forcément, elle, en dépression. Donc il y a des passerelles de dialogue entre les différentes formes de vulnérabilité. J'ai même mis plutôt de fragilité, mais je vais m'expliquer sur le sens des mots. Ce qui est important, c'est que 80% des situations restent cachées parce qu'en fait, on a honte. Socialement, on a honte. C'est ce qu'a très bien analysé Brené Brown, hein, qui est une des chercheuses les plus avancées sur le sujet. C'est que le moteur de la honte est, enfin, c'est même pas un moteur, le frein de la honte est ce qui nous empêche de témoigner qu'on est vulnérable. Donc ça serait déjà à dissiper. Alors, puisqu'on est dans une chaire religion, spiritualité, santé, revenons à cette définition historique de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. On pourrait dire qu'en temps normal, quand on va bien, on est rarement dans un état de complet bien-être. Hein. Ça arrive, mais ça dure un instant généralement. Hein. Mais globalement, on dit qu'on va bien, ça veut dire qu'on est en situation de fragilité potentielle. À tout moment, on peut se retrouver fragilisé. Et puis en revanche, quand on est en situation de maladie ou d'infirmité, là, on est en vraie situation de fragilité, puis ça peut s'améliorer, heureusement. Donc on a des politiques qui permettent de guérir des situations au niveau social, au niveau sanitaire, mais aussi de prévenir, d'éviter de basculer, et là je vais en venir au sens des mots, de la vulnérabilité à la fragilité. Pourquoi ? Parce que la vulnérabilité, ça vient du latin vulnus, qui veut dire simplement qui peut être blessé. Et donc je ne prends pas grand risque en demandant, là, dans la salle, s'il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent pas être blessés.
Vous voyez, il n'y a que le robot, il n'y a que la pierre qui répondrait « Non, non, moi je ne peux pas être blessé ». Donc nous sommes tous vulnérables, ça veut dire que nous ne sommes pas blessés, mais nous sommes blessables. Ça veut dire que l'état normal du vivant, c'est d'être vulnérable, et c'est grâce à ça qu'il est créatif, qu'il est capable de s'engager, de coopérer, d'être inventif, et ainsi de suite. En revanche, de temps en temps, ça dégénère un peu, et là on devient fragile, parce que fragilis, en latin, ça veut dire qu'il peut être brisé. C'est pas pareil. Donc le moment où vous êtes blessé, c'est le moment où vous êtes brisable. Parce que si ça se détériore, là, ça peut devenir très, très problématique. Donc ça, c'est plutôt le moment de la perte de capacité, voire de la maladie, de l'épuisement, du divorce, pourquoi pas. Et puis, il arrive quand même que oui, on ne soit pas capable d'arrêter cette spirale et que les choses se dégénèrent encore davantage. Puis il y a des gens qui sont au bord de la rupture, hein, qui font une expérience tellement fracassante de leur existence que quelque chose en eux est brisé. Et là, ils sont en danger eux-mêmes de se décourager, d'être démobilisés, d'être même en danger de suicide, en danger de maladie grave, et ainsi de suite. Alors généralement, c'est là qu'on agit. Parce que là, ça devient vraiment visible. Donc quand on voit qu'il y a trop de gens dans la rue, quand on voit qu'il y a trop de burn-out, on commence à avoir des politiques publiques. Heureusement, on agit aussi à l'hôpital. Quand on voit que les gens sont malades, on leur évite de passer de l'état de fragilité à l'état de faiblesse. Je ne me suis pas expliqué sur le sens du mot faible. Flebilis, en latin, ça veut dire qui est digne d'être pleuré. Donc la faiblesse, c'est lorsque vous n'avez plus grand-chose à faire à part pleurer. Il reste que les larmes. Mais flebilis, ça veut aussi dire qu'il n'a plus d'énergie. Et tout le propos que je vais tenir devant vous ce soir, c'est comment est-ce que la vulnérabilité est en fait une réserve d'énergie, alors que la faiblesse, c'est quand il n'y a plus d'énergie. Ce qui n'est pas pareil. Donc ne confondons pas vulnérabilité, fragilité et faiblesse, parce que c'est presque même l'inverse. La vulnérabilité, ou je vais dire autrement, la faiblesse, c'est quand on n'a pas su faire quelque chose de la vulnérabilité, parce qu'idéalement, il faudrait être capable de se maintenir en bonne santé par des actions de prévention et d'avoir cet état de vigilance propre à la vulnérabilité pour nous éviter la fragilité ou la faiblesse. C'est ça qu'il faudrait être capable de faire, de vivre en étant suffisamment affûté, voyez, et se protéger pour éviter les problèmes. Alors l'image est un peu décalée, vous comprenez bien le sens de la flèche. Ce qui est intéressant, c'est que la vulnérabilité, c'est la condition des gens bien portants, vous et moi. Certains d'entre nous, et nous, à un certain moment de notre vie, on va être fragile parce qu'on va tomber malade, et à certains moments, on va être faible parce qu'on va être effondré par l'inquiétude, le chagrin, que sais-je. Alors ce qui est du coup intéressant, c'est qu'à droite, on fait en sorte d'éviter la mort. Et donc, on va travailler sur des sujets de survie. Mais je vous ai dit, la survie, c'est pas la vie. La vie, ou le vivant, c'est encore autre chose. Et le vivant, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par la capacité, alors pardon, c'est l'image qui est un peu décalée, mais le terme à gauche dit sublimation et capacitation. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les travaux montrent, c'est que quand on accompagne bien les gens dans leur vulnérabilité, ils développent des talents, des capacités. Ils sont capables d'innover, d'inventer des choses, et donc d'apprendre de leur vulnérabilité, et pas simplement de la faire disparaître. Voilà déjà un premier tableau qui introduit un cycle de la vulnérabilité pour discerner les mots et arrêter de se tromper. Quand on va bien, on est vulnérable. Et puis il faut bien le revendiquer. Et quand on est suffisamment alerte, alors on est capable de faire quelque chose de notre vulnérabilité et pas simplement attendre que la maladie arrive ou que la mort arrive. Deuxième chose que je peux vous montrer, j'appelle ça le triangle des Bermudes de la fragilité, c'est que tant qu'on est dans un système où on voudrait cacher notre vulnérabilité sous la ligne de flottaison, la rendre le moins visible possible, alors il y a fatalement dans la vie des moments où ça apparaît qu'on est devenu fragile, on a des larmes, on tombe malade, on ne peut plus le cacher. Alors notre réflexe dans ce cas-là, c'est dans ce processus de fragilisation, c'est de corriger. On va cacher, ou on va se réparer, on va se soigner, on va essayer de, sans rien changer à notre représentation, il faut qu'on continue à cacher notre vulnérabilité, mais quand elle apparaît, on va essayer de la camoufler, de la réparer. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des moments où on n'y arrive pas, et ça, c'est le moment où on bascule dans la faiblesse. Il y a quelque chose qui est brisé. Ça, c'est comme ça que généralement on est élevé. Surtout les garçons. Les garçons, on leur dit qu'il ne faut pas trop pleurer, parce que ça ne fait pas garçon.
Puis alors, les garçons, leur logiciel, dans l'éducation occidentale moderne, c'est soit fort, et puis les filles, c'est soit parfaite. Voilà. Et donc ça, vous voyez que ça fait peser une pression très lourde, parce que nos vies ne sont pas exactement comme ça. Donc ça, c'est le triangle des Bermudes de la fragilité, parce que plus on est dans ce système de pensée, plus notre champ de vie se rétrécit. On a moins de créativité, on a moins de possibilités d'innover, parce qu'on va essayer de faire comme si, de préserver les apparences, de maintenir notre situation. Et c'est ça que des gens vivent dans le travail, par exemple, où ils restent dans un travail qui les oppresse, qui les épuise, et puis à un moment donné, ça craque. C'est le burn-out. Voilà comment arrive aussi le burn-out. En gros, la métaphore, parce que la partie invisible est plus grosse que la partie visible, c'est celle de l'iceberg, mais un iceberg, c'est pas vivant. D'une manière générale, plus on fuit sa vulnérabilité, plus on se blinde. Et plus on se blinde, plus on se fragilise. Parce qu'en fait, on s'enferme. Et on devient son propre piège. Alors, ça, je vais le passer très vite, mais il y avait des travaux sur la réaction par rapport à la peur, parce que je ne voudrais pas prendre trop mon temps, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Généralement, là c'est une extrapolation des travaux de Walter Cannon et de Henri Laborie, qui sont des travaux du début du XXe siècle à peu près. Lorsque la personne ressent un choc violent, elle a plusieurs réactions. La première, c'est souvent la peur. Ensuite, il y en a qui développent une énergie de combativité pour résister. D'autres, au contraire, qui ont peur et qui fuient. Et puis quand l'une ne marche pas, on va essayer l'autre. D'autres qui vont mettre la tête dans le sable pour attendre que ça passe. D'autres qui vont se soumettre. Enfin, ça, c'est des stratégies pour éviter la confrontation à l'événement qui est violent, non désiré. Et puis, prenons l'exemple des soins palliatifs. Il y a un moment donné, vous avez beau mettre en place toutes ces stratégies-là, il arrive quelque chose. Vous êtes en impasse, en fait. Vous n'allez pas pouvoir sortir vivant de cette affaire-là, si j'ose dire. Si. En fait, on peut sortir vivant, mais à condition de changer complètement. De ne pas regarder simplement l'avenir du corps, mais de regarder est-ce qu'il y a quelque chose qui peut naître, surgir, se développer peut-être pour la première fois dans ce moment-là. Mais ça suppose de changer de dimension. Ça suppose de regarder sa vie autrement. Ça suppose d'arrêter de regarder la fragilité comme on l'a toujours regardé et peut-être de changer complètement de regard. Donc on peut jouer sur le mot flight, qui veut dire tantôt fuite, tantôt en vol. Là, on est dans l'envol. La vulnérabilité, quand les gens y sont confrontés, quand ils rentrent vraiment dedans, ça peut complètement transformer leur vie. Il y a des gens gravement malades qui vous disent « ce cancer a été la chance de ma vie. Ce divorce a été la chance de ma vie. Ce licenciement a été la chance de ma vie. » Mais vous voyez que parce que derrière l'apparence de l'effondrement, ils ont découvert un monde qui a finalement plus de valeur. Ils ont relativisé, ils ont repriorisé, ils ont remis du temps là où ils n'en mettaient pas, et ainsi de suite. Donc on peut dire d'une certaine manière, l'expérience de la fragilité, qui est celle du choc, peut produire une voie, mais ce n'est pas une voie facile à trouver. Parce qu'on est conditionné pour expérimenter d'abord le combat, la sidération, la fuite, et ainsi de suite, avant d'oser lâcher nos certitudes. Donc, ce premier processus, en fait, l'idée, c'est que la vulnérabilité ne soit pas totalement exposée. Personne ne va dévoiler son intimité, son cœur ou les choses les plus personnelles spontanément. Donc, il y a toujours une part de nous qui est un jardin secret, déjà même inconsciemment. Mais si on est à l'aise avec l'idée de davantage montrer quelque chose de notre vulnérabilité aux autres, alors en réalité, on devient ouvert, la vulnérabilité devient un terrain d'entente, on pourrait craindre que des gens en abusent pour nous malmener, oui, ça c'est les gens mal intentionnés, mais quand on commence à ouvrir sa vulnérabilité, alors on a tendance à s'entourer de gens qui comprennent et qui sont plutôt sur la même longueur d'onde. Ça c'est la pierre angulaire de la vulnérabilité, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, on peut construire sur une pyramide bancale comme ça, parce que les pyramides, non, je l'ai pas là, c'est pas grave. Les pyramides d'Égypte, c'est pas des monuments vivants, Elles sont construites sur le modèle de gauche. C'est pas des monuments qui vivent, c'est des monuments historiques. Mais les pyramides de droite, qui sont beaucoup plus incertaines, en déséquilibre, c'est celle de l'ADN, par exemple. C'est celle de la plasticité neurologique. C'est-à-dire, en fait, c'est celle de l'organisme. Ça se recompose. Donc en fait, on peut parler de pierre angulaire de la vulnérabilité, mais non pas sur un modèle où il y aurait une stabilité et ça ne bougerait plus pendant des milliers d'années, mais au contraire sur le fait que c'est extrêmement dynamique. Alors c'est déséquilibrant, mais c'est ça qui est vivant en fait, parce que le vivant ne s'arrête pas.
Alors, deuxième point que je veux évoquer avec vous, c'est, je ne vais pas assez vite, bon, mais Johan me reprendra, c'est comment est-ce que du coup cette vulnérabilité peut devenir un facteur d'ouverture à l'autre, pour ne pas rester tout seul. Alors, une petite phrase de Paul Éluard que j'aime bien, la nuit n'est jamais complète, il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée, il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie à se partager. Ce que nous dit Paul Éluard, là, c'est que quand on va mal, on pourrait être tenté de désespérer, mais quand on prend appui sur ce désespoir pour s'ouvrir à l'autre, alors l'autre répond. Il y a toujours une main tendue. Il y a toujours, en réponse d'une faim, une main. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le monsieur qui m'a donné envie de faire des soins palliatifs était un prêtre jésuite, René-Claude Baud, qui était surtout aide-soignant, c'est-à-dire préposé en France. Et il nous dit, là où la personne se trouve dépouillée d'un passé, ignorante de l'avenir, dans la fragilité du présent, là, elle retrouve la dimension spirituelle de son être. Il n'y a de réalité humaine et spirituelle que lorsque l'intime d'un être a assez de confiance en un autre pour s'offrir en vérité à sa présence. Lorsque l'on entre dans cette dimension de l'être en vérité, dépouillé de toute certitude, on quitte l'ordre de la bonne volonté, des bonnes intentions, et une relation vraie peut s'instaurer. Ce qui est intéressant, c'est de se dépouiller de ces certitudes, c'est d'oser la fragilité du présent, c'est de renoncer à s'appuyer sur le passé ou de se projeter dans un avenir. C'est d'habiter l'instant présent, et la vulnérabilité, c'est le moment où j'habite l'instant présent, parce que c'est là où je suis, où j'ai mal, c'est là où j'ai peur. Vous voyez, ce n'est pas des choses qui sont tellement projetables, c'est des expériences sensibles à un moment donné. Donc ça, je trouve que c'est une phrase intéressante. Et puis une autre dont je n'ai jamais retrouvé l'auteur, mais je l'avais trouvée pendant que je faisais mon doctorat. Quand on examine sa vie, cette accumulation d'instants morts, on y distingue quelques instants vrais et vivants, et parmi eux, les plus précieux et les plus authentiques sont ceux où nous avons découvert que l'autre existe. Ah oui. Cette accumulation d'instants morts. Ok, on vit tous notre vie de manière un peu automatique. Mais de temps en temps, il y a des événements qui vont nous faire toucher du doigt une autre forme de réalité et nous rendre peut-être plus sensibles, plus vivants, plus attentifs. Et notamment, c'est les moments où on découvre que l'autre existe. L'autre, c'est mon voisin, mais c'est moi aussi, en tant qu'autre à moi-même. Arthur Rimbaud disait « je est un autre ». Donc ça m'intéresse parce que ça nous emmène à l'altérité. Alors, traditionnellement, quand on pense au mot « altération », vous savez, quand on dit « les gens ont des capacités altérées », ça veut dire dégradées. Ben non, en fait, ça ne veut pas dire ça. Le mot « altération » veut dire être rendu autre. Mais pensez à l'inverse de l'altération. C'est quoi l'inverse de l'altération ? L'inverse de l'altération, c'est la désaltération. Et la désaltération, c'est de calmer la soif. Parce que l'altération, c'est avoir soif. C'est parce qu'on a soif qu'on se met en route. Ok, une fois qu'on a dit ça, c'est intéressant de penser l'altération comme étant un moyen de bouger. Pas simplement une perte de capacité. Et on a tendance à penser que le meilleur moyen de soulager l'altération, c'est de faire preuve d'altruisme. C'est d'aller vers l'autre et de faire preuve de grande générosité. C'est le bon samaritain. C'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, quand on est altruiste, on fait des choses pour l'autre. Et je vous ai dit au début, il faudrait peut-être s'en méfier. Alors moi, je préfère imaginer que le meilleur moyen de passer de l'altération à la désaltération, c'est l'altérité. C'est accepter soi-même d'être autre et d'aller vers l'autre pour découvrir tout à fait autre chose. Une manière de penser la vulnérabilité qui ne serait pas juste de la réduire à une maladie, à une faiblesse, et ainsi de suite, mais véritablement s'ouvrir à l'autre parce qu'il est vulnérable et parce que je sais que je le suis aussi. Et donc nos vulnérabilités vont enfin peut-être pouvoir se parler. Et pas simplement la vulnérabilité d'un malade qui va rencontrer le savoir et la puissance du médecin. Mais ce qui est intéressant, c'est quand le médecin commence à devenir un peu dans le doute.
Et là, on va aller chercher aussi l'expérience des soins palliatifs qui est intéressante. Donc, comment faire? Je vais vite, hein, mais si on est dans l'altruisme, on a tendance, je pense, à enfermer. Et pour moi, l'altérité, c'est cette capacité à changer de représentation, à permuter notre monde, à le renverser, à retourner la table d'une certaine manière. Et quand on retourne un peu la table, eh ben, voilà à quoi on peut parvenir. C'est que si moi, je me montre un peu vulnérable, j'ai tendance à m'entourer de gens qui pensent un peu comme moi. Et nous, ensemble, on va faire quelque chose. On va commencer à pouvoir développer une certaine manière d'être au monde qui va être beaucoup plus dans ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire le vivant qui se répand. C'est pas on va faire disparaître la vulnérabilité, parce que c'est un problème. Non, c'est on va prendre la vulnérabilité puis on va inventer des choses ensemble. Mais je ne peux le faire que si moi-même, je comprends votre vulnérabilité parce que je l'ai expérimenté en moi. Et donc, c'est cette manière de faire se rencontrer les gens qui sont à l'aise avec leur vulnérabilité qui est la plus propice à créer des solutions originales, intéressantes pour notre monde. En soins palliatifs, je passe vite, mais il y a 4 caractéristiques que les professionnels et les bénévoles de soins palliatifs expérimentent. La première, enfin, il y en a 5. La première, c'est que les soins palliatifs, c'est quand même une science. C'est pas juste la médecine compassionnelle, c'est plus que ça. C'est une médecine scientifique. Mais c'est aussi une médecine de l'humain qui repose, parce que quand vous ne pouvez pas guérir quelqu'un, ben, il faut bien admettre que vous êtes un peu impuissant. Et puis quand vous êtes avec quelqu'un qui souffre et puis vous ne savez pas quoi lui dire, ben, il faut bien accepter cette ignorance, cette incapacité à dire quelque chose. Ça, c'est la grande école de ceux qui vont dans les soins palliatifs, c'est qu'ils acceptent de ne pas pouvoir, de ne pas savoir. Et puis ils ne prennent pas leurs jambes à leur cou pour aller voir ailleurs. Ils restent là. Et non seulement ils acceptent de ne pas pouvoir et de ne pas savoir, mais de ne pas décider et en plus de ne pas être seuls. De ne pas agir seuls. Donc il y a un vrai travail d'équipe. En gros, c'est des équipes de gens vulnérables, les équipes de soins palliatifs. Alors que dans d'autres services hospitaliers, on a plutôt parfois des équipes de gens qui ne savent pas très bien qu'ils sont vulnérables. Ou qui ne veulent pas trop le voir. Et donc c'est ça la puissance des soins palliatifs. Ce n'est pas simplement d'accompagner la fin de vie, c'est de permettre à des professionnels de santé d'expérimenter leur vulnérabilité pour pouvoir trouver d'autres approches qui vont devenir finalement beaucoup plus bienfaisantes que simplement administrer des anxiolytiques. Ce qui est parfois très utile, hein, mais ce n'est pas suffisant. Quand vous avez quelqu'un qui s'interroge, ben, le meilleur moyen de faire en sorte qu'il ne s'interroge plus, c'est de lui donner des anxiolytiques ou même de le sédater. Mais si vous voulez prendre le temps d'accompagner son questionnement, sa quête de sens, alors dans ce cas-là, il va falloir soutenir sa parole, qui est parfois extrêmement dérangeante. Et ça n'est possible qu'avec des professionnels qui sont à l'aise avec le fait d'être mal à l'aise. Ça, c'est très important. Être à l'aise avec le fait d'être mal à l'aise. Rester là, alors qu'on ne sait pas quoi dire et qu'on ne sait pas quoi faire. Et ça, en fait, le modèle des soins palliatifs qui déborde le champ de la fin de vie, hein, qui devrait contaminer tout le champ du soin et le champ du travail social aussi, c'est comment créer de la rencontre sur la base de la vulnérabilité partagée. Donc vous voyez que c'est ambigu parce qu'il y a à la fois le besoin de maîtriser des aspects scientifiques, d'être un vrai médecin, une infirmière, un travailleur social, de connaître tout ce métier-là, et en même temps au cœur de la relation, de ne pas mettre son savoir en avant. De ne pas mettre son pouvoir en avant, mais de se mettre au niveau de l'autre et de pouvoir espérer se rencontrer, de sorte que finalement, la vulnérabilité, on aurait tendance à dire, c'est avant le monde allait bien et depuis que je suis vulnérable, le monde est tout sec. Mais en réalité, une fois qu'on permet à des gens dont le monde est devenu un peu sec de se rencontrer, on voit que la vulnérabilité reproduit de l'abondance, de la générosité. Ça reverdit, mais pas parce qu'on est seul, parce qu'on est à plusieurs. Ces 4 caractéristiques me font dire que la vulnérabilité, c'est une expérience spirituelle. L'impuissance, l'ignorance, l'humilité, l'insuffisance, c'est des thématiques qu'on trouve dans toutes les spiritualités du monde. Hein. Le détachement du résultat et ainsi de suite. J'en ai rajouté quelques-uns. Hein. Je reviendrai sur l'incertitude, l'impermanence, le dénudement, le dénuement, la rencontre, la fugacité, la compassion. Tout ça, c'est des choses qu'on va trouver dans l'expérience de la vulnérabilité et qui font partie du vocabulaire de toutes les spiritualités du monde. Mais ça suppose de passer par une forme de métamorphose, c'est cette manière de renverser la pyramide que je vous ai évoquée tout à l'heure. Hein.
Faut regarder les choses à l'envers, en fait. Il faut oser. Alors, c'est pas évident parce qu'autour de nous, on est entouré de gens qui regardent les choses par conditionnement, par éducation, d'une certaine manière. Et quand vous avez une personne malade qui dit « ce cancer a été la chance de ma vie », mais comment est-ce que la famille peut comprendre ça? Si elle n'a pas elle-même déjà permuté, si elle n'a pas compris en quoi ce cancer a permis d'ouvrir les yeux, de changer quelque chose de fondamental dans des comportements. Donc on peut se retrouver soi-même dans une expérience de transformation très profonde et ne pas être capable de la partager avec les gens qui nous sont les plus proches. Donc, ce qui fait dire que la vulnérabilité, c'est une expérience spirituelle, c'est que derrière, on va aussi trouver des mots comme la fraternité, l'alliance, le vivant, le souffle, et ainsi de suite. Vous avez bien compris que je parle de dimension spirituelle et que je ne parle pas exclusivement de dimension religieuse, hein, ça c'est bien clair. Mais c'est aussi le cœur du travail de la chair. Hein. Alors, je termine là-dessus pour dire que le propos que je défends, c'est de dire que non seulement la vulnérabilité, c'est une richesse pour soi, mais c'est une richesse quand on rentre en relation avec les autres, parce qu'elle a quelque chose de l'ordre de la fécondité. Il faut être deux pour être fécond, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Même en biologie, il faut quand même être un peu deux, sinon ça s'appelle du clonage. Et le propos que je défends là maintenant, c'est de dire que la vulnérabilité, c'est même une clé essentielle pour le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde qui a connu ces dernières années une accélération des crises. Ce qu'on appelle la permacrise en sociologie. C'est-à-dire que ce soit la crise écologique, le terrorisme international, les crises financières, le hacking avec les crises du digital, les crises sociales avec en France notamment les gilets jaunes, mais on voit des mouvements sociaux un peu partout dans le monde, la Covid, la guerre d'Ukraine, la Palestine, le retour de l'inflation et l'effondrement de l'économie mondiale à certains points, et puis il va y en avoir d'autres. Ça, on pourra dire, le monde a toujours connu des crises, depuis toujours, mais jamais aussi rapprochées les unes des autres. Ce qui est nouveau, c'est la fréquence avec laquelle les crises s'enchaînent, qui ne nous donne même pas le temps de souffler. À peine on croit être sorti d'une crise, bouf, il y en a une autre qui arrive, et qui a une magnitude mondiale. Donc ça nous laisse sans répit. Et ça, c'est quelque chose qui peut soit nous stresser, soit épuiser nos forces. Comme quelqu'un qui serait en burn-out, parce qu'il n'a pas le temps de souffler. Donc nous sommes dans un monde de permacrise. Ça, c'est la vision pas très réjouissante, mais essayons de se dire, est-ce que c'est un monde qui s'effondre ou est-ce que c'est un monde qui se transforme? Est-ce que quelque chose dans ces crises nous invite à changer de modèle et à penser que quelque chose dans notre logiciel qui a bien fonctionné jusque-là, aujourd'hui est devenu non fonctionnel, voire contre-productif? Est-ce qu'on peut penser que là, nous sommes sans doute un peu au cœur, je prends pour appui sur la pénurie des soignants, par exemple. Le système de santé aujourd'hui souffre essentiellement de la pénurie des soignants. On ne sait pas très bien comment est-ce qu'on va être soigné, est-ce qu'il y aura assez de monde pour nous. On pourrait dire, là, le système est en train d'être complètement asséché, siphonné. Est-ce qu'on peut imaginer que de ce désert, de cette désertification médicale, naîtrait quelque chose de l'ordre de la fécondité? Oui, c'est mon pari. Dans un système qui est construit sur la performance, et ce n'est pas que les entreprises qui y sont concernées, c'est chacun d'entre nous. Et en particulier, dès que les gens sont un peu âgés, ils sont à la retraite, ils sont obligés d'être hyper performants avec des agendas surremplis parce qu'ils sont sollicités par les petits-enfants, par le voisinage et ainsi de suite. Donc la performance, ça commence dès le plus jeune âge. Les gamins à 6 ans, 8 ans, ils commencent déjà à se sentir avec des injonctions de performance. Et puis ça se termine jusqu'à la fin. Et il y a même des gens qui parfois m'interrogeaient en me disant est-ce que je vais réussir à bien mourir? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais réussir à bien mourir? Il y a un manuel, il y a des indicateurs pour savoir si c'est mieux que le voisin. On peut étalonner ça. Enfin, ouais. Puis il y a des gens qui disent je voudrais réussir mon deuil. Ah ouais, vous avez déjà entendu ça tous. Vous voyez, ça rentre même dans notre cerveau pour nous dire qu'on est obligé de réussir notre vie. On ne va pas la vivre, on voudrait la réussir, ce qui n'est pas pareil. On ne va pas la savourer, on voudrait la réussir. Et donc ce modèle-là, aujourd'hui, il est en perte de vitesse parce qu'il provoque... Il y a toujours eu des gens qui n'ont pas réussi à s'adapter à ce modèle, mais aujourd'hui, ça prend des proportions trop importantes. C'est-à-dire le taux de burn-out, le taux de maladies psychiques,
d'effondrement, le taux de suicide, tout ça sont des indicateurs qui sont à la hausse. Pourquoi? Parce que le modèle de la performance ne nous nourrit plus. Au contraire, il nous détruit de l'intérieur, parce qu'on est en surchauffe. Et ça, c'est les travaux d'Ehrenberg, Alain Ehrenberg, sociologue français, Hartmut Rosa, sociologue et philosophe allemand, qui ont démontré que le culte de la performance et la société de l'accélération produisent de la détresse psychique et des addictions. Donc, dans un système stable, ça fonctionnait bien, dans un système prévisible, mais on est rentré dans un monde instable. Et dans un monde instable, ce n'est pas la performance qui est la qualité, c'est d'abord la résilience. La résilience, c'est quand vous prenez un choc, vous êtes capable quand même de retrouver votre forme initiale. C'est les travaux de Boris Cyrulnik. Mais d'autres travaux plus récents, et à mon avis plus riches encore, ceux d'Olivier Amand, portant sur la robustesse, c'est un biologiste, lui, il observe les plantes. Et il nous dit, les plantes, elles survivent aux aléas, sauf quand ça va très 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 mal, mais sinon, ça fait 3,8 milliards d'années qu'elles s'adaptent. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas performantes. Elles sont robustes. Les plantes, ça ne sont pas performantes parce qu'il nous explique, Olivier Amand, que la feuille ne capte que 1% de l'énergie du soleil. Si la plante était performante, elle aurait, depuis 3,8 milliards d'années, essayé de capter 1, puis 2, puis 5, puis 8, puis 10, puis 15, puis 20%, comme nous, êtres humains, on essaye toujours de le faire. Nos panneaux photovoltaïques, au début, captaient 1% de la lumière du soleil. Aujourd'hui, on est rendu à 20%, parfois un peu plus. Ouais. Mais la plante, elle ne fait pas ça. La plante, elle voit le temps long. Et elle ne cherche pas à optimiser. Elle est en sous-optimisation. Donc ça, c'est ce que Olivier Amand appelle la robustesse, c'est-à-dire quand il y a des accidents, on se laisse déformer, on change, on mute, peut-être génétiquement, mais sur le temps long. Et avec le cercle vulnérabilité et société, on travaille une autre notion qui est celle de la plasticité, qui s'applique peut-être moins aux plantes et plus aux êtres humains. C'est-à-dire que l'être humain a la capacité d'agir sur son environnement, de changer le monde, mais pour un mieux ou pour un pire. Et donc la plasticité, c'est ayant pris conscience de notre propre vulnérabilité, de pouvoir avoir des modes d'action dans le monde qui ne détruisent pas le monde, qui le font évoluer et qui nous changent en même temps. Nous nous changeons en faisant changer le monde. Pour l'instant, on a surtout changé le monde sans nous changer. Ouais, c'est ça la performance. On a détruit le monde, on a vécu à crédit, parce que notre système de santé vit sur le fait qu'on prélève beaucoup de pétrole, d'énergie carbonée, qu'on fait de surendettement et des choses comme ça. On vit à crédit. Alors que la plasticité, c'est comment est-ce que moi j'accepte d'être changé par la vulnérabilité dans un monde qui change. Donc ça, c'est pas simplement rebondir quand on a une difficulté de vie, c'est carrément faire ce basculement de la pyramide que je vous ai indiqué tout à l'heure. On change de monde. On change de monde. C'est le saut de Tarzan, il va passer d'une liane à l'autre, mais c'est pas la même liane, quoi. De sorte qu'on soit de plus en plus, non pas simplement adapté, non pas simplement adaptable, mais plastique, au sens où on accepte de se laisser transformer. Alors ça suppose un aveu de confiance un peu fou, hein, parce que nous sommes tous un peu conservateurs. Quand on a une maison, on n'a pas tellement envie de faire tomber les murs pour voir si on pourrait changer sa forme. Quand on a un métier, on ne va pas immédiatement se dire « tiens, je pourrais le quitter après-demain ». Donc on a quelque chose de conservateur. On est à la fois sédentaire, mais de temps en temps, dans nos vies, il faut qu'on redevienne nomade. Sinon, on n'est pas vivant. Sinon, on s'installe et puis on ne bouge plus, quoi, on ne change plus rien. Donc comment faire en sorte que dans nos vies, on alterne les moments où on est sédentaire, installé dans des situations de vie, et qu'on ne perde jamais de vue que quelque chose va changer, qui va nous inviter à changer le cadre, à changer le mode de vie, ainsi de suite. Bref, qu'on soit dynamique, en évolution. Là, c'est un tableau pour dire qu'en fait, on a fait une enquête sur les aidants, les proches aidants, pour repérer ce qu'ils font au quotidien. Et on s'est rendu compte qu'ils font des tas de choses incroyables. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un peu fou en plus, mais ils apprennent à gérer leur stress, ils apprennent à fonctionner avec des métiers, des intervenants diversifiés, ils apprennent à vérifier le bon fonctionnement d'équipements. En fait, on a dit, nous, dans cette étude, que les proches aidants, c'est comme des managers de petites entreprises. Au quotidien, ils font plein de trucs, puis il faut que ça marche. Et sauf qu'ils n'ont pas conscience qu'ils font autant de choses. Et on a rapproché toutes leurs tâches, là j'en ai mis que quelques-unes, de ce que le Future of Jobs Report, qui est le manuel extrait du Forum économique de Davos, annonce comme étant les compétences attendues à partir de 2025. De quelles compétences le monde économique va avoir besoin en 2025 ? Eh bien,
capacité à s'auto-organiser, à travailler avec les autres, à résoudre des problèmes complexes et à maîtriser des équipements et technologies, ben les aidants, ils font ça. Mais ils apprennent naturellement. Ils apprennent sur le tas, comme ça. Donc ça, c'est un premier élément pour dire que la vulnérabilité, ça génère des talents et des compétences. Si vous n'êtes pas confronté à ça, ben vous n'allez pas développer ces talents-là. Nécessité fait loi. Et donc, hop, il y a quelque chose qui surgit. Deuxième tableau, le handicap. On a démontré que quand une équipe ou une entreprise intègre des personnes en situation de handicap, ça améliore ses performances globales. Ça ne la détériore pas, ça l'améliore. Les notes sont toutes supérieures à 5. Ça veut dire qu'on a là 666 entreprises qui nous ont dit, oui, nous, les travailleurs handicapés qu'on emploie depuis plus de 3 ans, ils ont amélioré le volume d'activité, le niveau de productivité, la capacité d'innovation, la cohésion interne. Ils ont réduit le taux d'absentéisme et ainsi de suite. On se porte mieux depuis qu'on a des personnes handicapées dans nos équipes. Okay. Troisième élément, les professionnels de santé qui sont en pénurie ou en crise de motivation. Ben pour les remotiver, voilà ce qu'ils nous disent. La première chose qu'il faudrait, c'est avoir du temps pour des échanges de qualité avec des personnes âgées. Là, c'était en l'occurrence les professionnels de santé sur les personnes âgées. Avoir un métier qui soit reconnu pour sa valeur ajoutée humaine et sociale. Pas simplement sanitaire, humaine et sociale. Prendre soin des personnes, aider les personnes en situation de souffrance, de dépendance, d'isolement. Bref, ils veulent retrouver le sens de leur métier et pas la technique de leur métier. Or, le système, pour des raisons de sécurité, voudrait les assigner à un métier technique. Quatrième élément, ben quand on commence à parler de soi, avec sa vulnérabilité, on raisonne. Là, c'est les travaux d'Hartmut Rosa sur la résonance. On raisonne avec d'autres personnes qui elles-mêmes sont vulnérables, et ensemble, ça crée une dynamique. Et on peut même créer des dynamiques au sein d'un collectif, entre des gens qui sont en deuil et des gens qui sont au chômage, et ils peuvent se parler, ils peuvent s'entraider. Ce qu'on appelle la pair-aidance. C'est comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur les gens pour s'aider les uns les autres, et pas simplement dans une entreprise, par exemple, tout demander au service de ressources humaines ou au manager. Redescendre au niveau des êtres humains, c'est un peu plus efficace. Et puis cette spirale qui nous montre que à partir du moment où on révèle quelque chose de sa vulnérabilité, ben ça va aboutir à tout plein de choses, et notamment à la fin à une augmentation des idées, une augmentation de l'engagement et une augmentation de l'innovation. Tout ça, c'est des choses qui sont désormais démontrées. Enfin, ça a été notre travail depuis 6 ans de le démontrer. Alors, je ne peux pas être ici, au Québec, et en particulier, sans évoquer quelqu'un qui a eu une phrase très forte sur la vulnérabilité, Leonard Cohen. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Mais ça, c'est une belle phrase poétique. Mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin? En se rendant compte que si on cherche à être performant dans nos vies, on va finir un peu comme ça, ou on va rêver finir comme ça. C'est-à-dire qu'on va chercher à être invulnérable, insensible et imperméable. Pas très engageant. Le problème, c'est que quand on dénie sa propre vulnérabilité par peur de la faiblesse, on va favoriser une fausse conception de l'autonomie, et cette conception de l'autonomie, ça serait « c'est ma vie, c'est mon corps, c'est mon choix, je fais ce que je veux quand même ». C'est ça qu'on entend aujourd'hui derrière l'autonomie. L'autonomie, c'est « je décide pour moi, et puis t'es qui pour me dire ce que je devrais choisir ». Oui, mais c'est plus que ça, l'autonomie. Parce que si on va là-dedans, ça veut dire que chacun fait comme il veut, il n'y a plus besoin de code de la route. Il n'y a plus besoin de code pénal, si chacun fait ce qu'il veut. Et ça, c'est ce que Émile Durkheim, fondateur de la sociologie, avait appelé, dès 1893, l'anomie, l'anomie sociale. C'est-à-dire la société qui perd sa régulation, ses règles, qui est dérégulée. Et ça produit quoi? Ça produit de l'aliénation, voire même du suicide. Je pense qu'on peut aujourd'hui s'inquiéter qu'on vit quand même on vit un peu comme des aliénés dans notre société. Et donc, plus on crée de l'autonomie, plus Durkheim nous dit, attention, le risque, c'est de ne plus avoir de règles et donc d'avoir un délitement social. Bref, la société se disperse. Ça a plus de 100 ans, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Non, l'autonomie, c'est clairement l'interdépendance, et l'interdépendance, elle est basée sur la vulnérabilité. Si vous n'êtes pas vulnérable, vous n'avez pas besoin des autres. Et donc, la performance, il ne faut plus la regarder simplement au niveau individuel, mais il faut la regarder au niveau collectif. Là, j'ai remis le bon samaritain. Le bon samaritain, qu'est-ce qui fait qu'il s'est arrêté? C'est parce qu'il s'est senti vulnérable. Il a été, dit le texte, saisi aux entrailles. Il ne s'est pas arrêté par intérêt en disant « Tiens, si je le soigne, le système de santé ira mieux, et puis je serai bien vu par mes voisins. » Non, il a été saisi aux entrailles. Il n'a pas pu faire autrement. Il a été touché. Et la vulnérabilité, c'est la capacité d'être touché.
Donc le déni de la vulnérabilité, il est contre-performant. Alors que la seule vraie performance, c'est la reconnaissance et l'acceptation de notre vulnérabilité. Je termine. Là, c'est une mare de pétrole dans les années 1840 aux États-Unis. On ne sait pas quoi en faire. C'est gluant, ça sent mauvais, ça gâche le jardin, enfin, on ne sait pas quoi en faire, quoi. Et puis arrive un monsieur, Edwin Drake, qui crée le premier forage pétrolier. Et à partir de là, l'histoire s'emballe. Et là, on va se retrouver avec toute une chaîne qui va nous permettre d'arriver jusqu'à aujourd'hui à avoir des voitures qui roulent à l'essence. Et puis grâce à ça, on est autonome, hein. Moi, je suis venu en voiture depuis Montréal, je me suis arrêté en chemin pour regarder la beauté des paysages. Et voilà, heureusement, j'étais très heureux de pouvoir être autonome. Et indépendant, plus qu'autonome d'ailleurs. Donc ça, c'est un modèle qui a très bien fonctionné, mais aujourd'hui, il est devenu polluant. Parce qu'il est allé trop loin. Alors pour les ressources humaines, on risque d'avoir la même chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne risque pas d'épuiser les meilleurs d'entre nous, les gens qui ont le plus de capacités, parce qu'on va leur en demander toujours un peu plus. Et puis au final, on a une chaîne qui épuise, qui crée de la pollution, de la toxicité, alors qu'en fait, il faudrait inventer la manière de convertir la vulnérabilité en une énergie collective. Donc ça, c'est les travaux qu'on mène maintenant. Et c'est de démontrer que la vulnérabilité, d'un point de vue physique, science physique, produit de l'énergie. Mais pour ça, eh ben, il faut pouvoir imaginer qu'on va produire de l'énergie propre et pas de l'énergie carbonée. Si on continue à appliquer au monde du travail les mêmes règles de management que celles des années 90, on épuise les meilleurs managers. Et du coup, on appauvrit l'ensemble du système. Donc il nous faut trouver le moyen de pouvoir véritablement tirer la meilleure énergie des gens, et ça vient quand leur vulnérabilité est reconnue, admise comme étant une valeur et pas un défaut. Ok ? 5 idées, et j'ai fini. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une expérience de vie. Comme toute expérience, elle est riche d'enseignements. Deuxième idée, les vulnérabilités, elles sont partout, puisque nous sommes tous vulnérables. Troisième idée, les entreprises sont concernées parce qu'il va falloir quitter l'idée que les vulnérables vont être simplement l'objet des politiques publiques de santé ou de solidarité. Non, le monde de l'entreprise devient un acteur de la vulnérabilité, mais pas pour l'écraser. Il y a de plus en plus, moi je travaille avec eux, de chefs d'entreprise qui disent « moi je veux que mon entreprise elle soit socialement utile ». On en voit de plus en plus, c'est généralement les plus dynamiques. À la base de nos sociétés, il y a toujours la vulnérabilité. Sans vulnérabilité, pas de société. C'est aussi simple que ça, parce que personne n'a besoin de personne. La loi du plus fort, c'est la stérilité. Et les vulnérabilités, c'est un gisement, pensez bien à un gisement. Gisant, ça veut dire qui dort. Mais gisement, ça veut aussi dire qu'il y a un potentiel de ressources. Donc comment passer du gisement où je gis, ici gis, vous voyez, quelqu'un qui est mort, ici gis, à quelque chose qui sera un gisement, c'est-à-dire une ressource qu'on va pouvoir se partager. Vous trouverez, si vous avez envie de creuser, tout ça c'est téléchargeable en ligne, ce sont des documents qu'on a publiés sur notre site internet. Hein. Et du coup, je vous donne ici les coordonnées si vous avez envie d'approfondir. Voilà, je vous remercie beaucoup.